Mon mari s'est approché de moi juste avant l'audience de divorce. Aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie. Je vais tout te prendre. Sa maîtresse se tenait à proximité, souriant méchamment. Mon avocat s'est avancé à côté de moi. Vous avez fait tout exactement comme je l'ai demandé? Oui. Alors préparez-vous pour un spectacle pour mon mari. Le divorce était sur le point de se transformer en un cauchemar. Alia observait en silence Marcus jeter un jeu de clés sur la table de la cuisine. Le son du métal heurtant le bois était sec, mais elle n'a même pas tressailli. Au cours des 6 derniers mois, elle s'était habituée à ce spectacle d'un seul homme. Marcus, son futur ex-mari, se tenait devant elle dans un costume coûteux, un de ceux qu'elle avait choisi pour lui, ajustant une cravate parfaitement nouée. Ses yeux étaient remplis de triomphe. Il était confiant. Trop confiant. Tout se termine demain, a-t-il craché, sans la regarder, mais en vérifiant son reflet dans le verre sombre de la télévision éteinte. J'espère que tu as fait tes valises. Je ne vais pas attendre que tu emballes tes haillons après le tribunal. L'appartement est à moi. Nous en avons discuté. Alia sirotait lentement son thé froid. Elle avait 32 ans, mais aujourd'hui, elle se sentait 100 ans plus vieille et simultanément 100 ans plus sage. Nous n'avons rien discuté, Marcus, a-t-elle répondu doucement. Tu as parlé, j'ai écouté. Ce sont deux choses différentes. Marcus a gloussé. Ce sourire narquois caractéristique, qui lui avait autrefois semblé audacieux et séduisant, ne provoquait maintenant que du dégoût. Il était beau de cette manière lisse et soignée d'un directeur des ventes à succès. 35 ans, salle de sport 3 fois par semaine, une coupe fraîche chez le barbier toutes les 2 semaines, et la certitude absolue que le monde tournait autour de lui. Alia, ne sois pas stupide, a-t-il dit, se tournant vers elle et secouant la tête avec condescendance. J'ai un avocat qui est un requin. Tu as un vieil homme d'une consultation juridique gratuite ou d'où que tu l'aies déniché. C'est moi qui ai gagné l'argent. C'est moi qui ai payé le crédit immobilier. Tu es resté à la maison ces 2 dernières années à jouer à la femme au foyer. Ta contribution à cet appartement est de 0. Le tribunal ne te laissera rien. Je t'ai offert 20 000 $ comme arrangement. Tu as refusé. Maintenant, tu n'auras même pas ça. Il mentait. Il mentait avec un tel brio qu'il semblait croire à ses propres paroles. Alia connaissait la vérité, mais elle est restée silencieuse. Ce n'était pas le moment pour les disputes. Crystal m'attend dans la voiture, a-t-il jeté par-dessus son épaule en se dirigeant vers la sortie. Nous allons célébrer en avance demain, juste après l'audience. Nous emménageons ici, alors vide le dressing. La porte a claqué. Alia est restée seule dans le silence de la spacieuse cuisine. Elle a regardé les murs qu'elle avait peints elle-même, les rideaux sur mesure qu'elle avait commandés, la table où ils avaient autrefois rêvé d'avoir des enfants. Marcus pensait tout savoir d'elle. Il la considérait comme une comptable discrète et ennuyeuse qui ne savait que rapprocher les débits et les crédits et faire des tartes. Il avait oublié qu'un comptable n'est pas seulement une calculatrice. Un comptable est une personne qui voit l'essence des choses à travers les chiffres, qui sait où les choses sont cachées, combien a été dépensé, et d'où cela venait. Et plus important encore, un comptable n'oublie jamais. Le silence dans l'appartement est devenu dense, presque tangible. Alia a posé sa tasse sur la table. Ses mains ne tremblaient pas. Le tremblement, le désespoir, la douleur, tout cela était resté dans le passé, il y a 3 mois, en ce mardi pluvieux de novembre qui avait divisé sa vie en un, avant, et un, après. C'était le jour où son monde, bâti sur la foi et les illusions, s'était effondré, ne laissant derrière lui que des éclats de vérité froids et tranchants. À l'époque, elle l'aimait encore, ou du moins elle était convaincue de son amour. Elle vivait dans un cocon douillet mais fragile de confiance, s'occupant de la maison, acceptant des missions en freelance à distance, et créant avec diligence le confort pour son soutien de famille. Marcus rentrait tard, fatigué, sentant le tabac cher et le parfum des autres, ce qu'il mettait sur le compte de négociations tendues avec des clientes. Alia le croyait. Il était plus facile de croire que d'admettre l'évidence, que de détruire son monde, qui semblait si solide. Elle fermait les yeux sur les petites incohérences, son irritabilité, le manque d'attention, mettant cela sur le compte du stress professionnel. Ce jour pluvieux, elle prévoyait simplement d'emmener son plus beau costume au pressing. Juste une corvée banale dont elle s'était toujours chargée. Avant de mettre la veste dans le sac, par une habitude développée au fil des années de vie commune, elle a vérifié les poches.
Marcus y laissait toujours des cartes de visite importantes, des clés USB ou des clés, qu'elle devait ensuite chercher dans tout l'appartement. Dans la poche intérieure de poitrine, ses doigts ont senti un morceau de papier épais plié en 4. Au début, elle a pensé que c'était une autre carte de visite. Alia l'a dépliée. C'était un reçu d'une boutique de bijoux appelée Le Lait Éclat. Pas un kiosque de centre commercial, mais un détaillant de luxe haut de gamme du centre-ville. La date était d'hier. Heure, 14h30. Le montant total l'a forcé à s'asseoir sur le bord du canapé. Ses jambes se sont dérobées. 5000 $. Description de l'article, bracelet en or avec topaz de la collection, Ayor. Quelque chose s'est brisé dans sa poitrine. C'était comme si une corde invisible, tendue à sa limite, avait éclaté avec un son assourdissant. Hier à 14h30, Marcus lui avait envoyé un texto. Je suis débordé au travail, réunion avec le PDG. Je serai en retard. Ne m'attends pas. Il avait promis que le soir, ils regarderaient un nouveau film ensemble. Au lieu de cela, il achetait un bracelet. Sa première impulsion a été d'appeler, de crier, d'exiger des explications, de lui jeter ce maudit reçu au visage. Mais la déformation professionnelle a pris le dessus. Alia était auditrice dans l'âme, même si elle travaillait actuellement comme simple comptable. Les émotions sont le chaos. Elles empêchent de penser clairement. Les chiffres, c'est l'ordre. Ce sont des preuves irréfutables. Elle a posé son téléphone pour éviter de faire une bêtise et s'est dirigée vers son ordinateur portable. Ses doigts tapaient sur les touches rapidement et avec assurance. L'ère des réseaux sociaux est une époque terrible pour les menteurs, pensa-t-elle amèrement. Alia savait que Marcus avait une nouvelle assistante nommée Crystal Dusa. Il l'avait mentionnée avec désinvolture. Jeune, intelligente, fait du bon café, toujours organisée. Alia a trouvé le profil de Crystal en 2 minutes. Compte public, 20 000 abonnés. Des photos vives et provocantes de restaurants, de clubs, de voyages coûteux. Une diva typique d'Instagram. La dernière publication avait été faite hier soir. Une photo d'une main élégante avec une manucure impeccable tenant une coupe de champagne sur fond d'intérieur de voiture de luxe. Au poignet scintillait un bracelet en or avec des pierres de topaz. Impossible de se tromper. La légende disait, mon chéri me gâte. La meilleure soirée de ma vie. Et la géolocalisation, le même restaurant prétentieux où Marcus avait emmené Alia pour la demander en mariage il y a 5 ans, le lieu de leur premier miracle partagé. Alia regardait l'écran, et à chaque battement de cœur, la vie s'échappait d'elle. Il n'y avait pas d'hystérie, seulement une prise de conscience froide et mortifiante. Elle avait été trahie. Pas seulement trompée physiquement, ce qui aurait été déjà insupportable, mais trahie systématiquement, cyniquement, intentionnellement. Pendant qu'elle se privait, sautant une nouvelle coupe de cheveux, reportant un voyage pour voir ses parents, épargnant pour leur fonds d'urgence, rêvant d'enfants, Marcus achetait à sa maîtresse des bijoux valant 3 mois de son salaire. Ils dépensaient leur argent commun pour créer une belle vie pour quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, Marcus est rentré ivre et heureux. Il a trébuché bruyamment dans la cuisine, a marmonné quelque chose à propos d'une affaire réussie, puis s'est effondré dans la chambre. Alia a fait semblant de dormir, allongée dans le noir les yeux ouverts, écoutant sa respiration régulière et satisfaite. Elle a pris une décision. Je ne vais pas simplement partir. Je ne serai pas une victime. Je ne le laisserai pas me piétiner. Je vais reprendre ce qui m'appartient, jusqu'au dernier centime. Pendant les 3 mois suivants, Alia a mené une double vie. Le jour, elle était l'épouse modèle, légèrement triste, qui comprenait tout, l'emploi du temps chargé de son mari, ses voyages d'affaires, les dîners d'affaires. Elle maintenait l'apparence d'une vie de famille normale, préparait les repas, faisait le ménage, et se permettait même parfois de lui demander naïvement comment s'était passée sa journée. Mais dès que Marcus franchissait la porte ou s'endormait, elle se transformait en détective, en auditrice, en enquêtrice. Elle a installé son quartier général secret dans un petit cellier qu'elle avait transformé en bureau à domicile. Toute leur vie financière était entre ses mains. Elle n'avait tout simplement pas regardé de près auparavant, lui faisant confiance en tant que chef de famille. Marcus était sûr qu'Alia n'avait pas accès à ses comptes principaux. Il avait changé les mots de passe de la banque en ligne et mis en place une authentification à 2 facteurs. Naïf. Il avait oublié que tous les mots de passe étaient stockés sous forme cryptée dans le service de cloud, accessible depuis leur tablette familiale qui traînait dans la cuisine.
Et bien sûr, il ne se doutait pas qu'Alia avait depuis longtemps appris à le lire comme un livre ouvert par ses habitudes, ses gestes, les moindres incohérences dans ses paroles. Alia a commencé l'enquête méthodiquement et sans pitié. Elle a ouvert une nouvelle feuille de calcul Excel sur son ordinateur portable et l'a nommée « Bilan de la justice ». Elle l'a divisée en plusieurs onglets, immobilier, revenus officiels de Marcus, revenus non déclarés de Marcus, dépenses personnelles de Marcus, maîtresse, dépenses familiales. Alia, c'était sa vengeance, calculée au centime près. D'abord, elle a sorti l'historique du crédit immobilier. Marcus aimait répéter, « C'est moi qui paie l'appartement. Tu n'es personne ici. Tu n'as aucun droit. » Alia a sorti les anciens relevés. Il y a 5 ans, sa grand-mère bien-aimée, Nana Rose, était décédée, laissant à sa petite-fille un héritage de 150 000 $. C'est exactement cet argent qui a servi à l'apport initial pour leur, comme il semblait alors, appartement commun. Marcus l'avait convaincu à l'époque de ne pas transférer l'argent directement au promoteur, mais de l'envoyer sur son compte afin qu'il puisse tout payer en une seule transaction pour plus de commodité. De la commodité ? A chuchoté Alia, fixant l'écran de l'ordinateur portable. Comme tu as bien tout pensé, Marcus. Comme tu as préparé le terrain de manière complexe pour ta future trahison. Elle a trouvé le relevé bancaire du mois où l'appartement a été acheté. Voici le dépôt provenant de la vente de la succession de sa grand-mère sur son compte. Voici le virement sur la carte de Marcus. Et voici le retrait de son compte vers la banque pour l'apport initial. La chaîne était transparente, mais elle devait être notariée. Des copies de documents collectés et certifiés. Chaque étape était soigneusement pensée. Ensuite, les mensualités. Marcus recevait un salaire officiel, mais Alia, même en travaillant à distance, gagnait aussi de l'argent. Son argent, bien que moindre, allait à la nourriture, aux charges, aux vêtements, aux besoins ménagers et aux petits plaisirs. Et elle avait un compte d'épargne où se trouvait la partie restante de son héritage. Chaque mois, le 15, elle virait une somme égale au paiement du crédit à Marcus. Elle le faisait pour qu'il se sente comme l'homme de la maison qui appuyait lui-même sur le bouton « Payer ». Quelle stupidité, quel désir naïf de soutenir son ego. Alia a téléchargé tous les ordres de paiement des 3 dernières années. Dans le libellé de chaque virement, elle avait toujours écrit « Pour le crédit immobilier ». C'était son assurance intuitive, sa petite habitude de comptable, qui était maintenant destinée à la sauver. Mais la partie la plus intéressante a commencé lorsqu'elle s'est mise à fouiller dans les dépenses de Marcus. Cette partie du travail était la plus désagréable, mais aussi la plus instructive. Elle savait que son salaire officiel était décent, environ 150 000 $ par an. Cela leur permettait de vivre confortablement, mais pas richement. Cependant, les dépenses qu'elle voyait sur ses relevés de cartes ne correspondaient pas à ses revenus officiels. Restaurants, boutiques, hôtels, cadeaux coûteux, voyages. D'où venait l'argent ? Trop souvent. Alia a piraté son courriel professionnel. Le mot de passe était sa date de naissance. Ridiculement banal. La boîte de réception était propre, mais dans les dossiers corbeilles et archives, elle a trouvé une mine d'or. De faux contrats avec des sociétés écrans, des factures pour des services qui n'avaient jamais été rendus, des courriels calculant des rétrocommissions de fournisseurs. Marcus, utilisant sa position de chef des ventes, gonflait les prix pour les clients, et la différence était envoyée sur la carte d'un prête-nom, un ami d'enfance, qui ensuite virait l'argent à Marcus en tant que remboursement de dette ou cadeau d'anniversaire. Alia a imprimé document après document. Les schémas étaient primitifs, calculés sur l'hypothèse que personne ne creuserait en profondeur. N'importe quel inspecteur des impôts ou auditeur les aurait démasqués en 1 heure. Marcus n'avait pas été pris uniquement parce que les volumes étaient de taille moyenne, et il n'était pas devenu trop gourmand jusqu'à récemment. Avec l'arrivée de Crystal, son appétit a grandi, et sa prudence s'est émoussée. Au cours des 6 derniers mois, les montants des rétrocommissions s'étaient multipliés, et c'était exactement cet argent, gagné par la fraude, qui partait en fumée. Les jeux d'argent. Alia a trouvé des transactions vers des sites de paris sportifs offshore. 2 000 $, 5 000 $, 10 000 $. Elle a chuchoté les chiffres et les poils de son bras se sont hérissés. Elle a vu comment il jetait par les fenêtres des sommes qui auraient pu payer une rénovation, une nouvelle voiture, ou démarrer une petite entreprise. En 2 ans, il avait perdu plus de 100 000 $. C'était le prix d'une voiture de luxe ou d'un demi-appartement dans un quartier prestigieux.
C'était de l'argent qu'il avait volé à la famille, à leur avenir commun, à elle. Et bien sûr, Cristal. Les preuves étaient partout. Des billets pour Cabo à des dates où Marcus était censé être en voyage d'affaires à Cleveland. Le paiement d'un hôtel 5 étoiles à Miami. Des achats chez Saks Fifth Avenue et d'autres boutiques chères, des photos de Cristal portant ces articles. À la fin du 2e mois, Alia avait un dossier de 3 doigts d'épaisseur, rempli de documents imprimés, de relevés certifiés, de captures d'écran et de copies de contrats. Ce n'était pas seulement un dossier de divorce. C'était un acte d'accusation pénale tout prêt pour Marcus et une destruction morale totale de sa réputation. Le travail était épuisant. Chaque soir, lorsque Marcus rentrait à la maison, elle devait réprimer sa rage, faire semblant, sourire. Parfois, elle voulait crier, tout laisser tomber, mais ensuite elle se souvenait du sourire de Cristal, de Marcus l'humiliant, et elle serrait à nouveau les dents. Se concentrer sur les chiffres l'aidait. Les faits étaient irréfutables. Ils étaient son seul soutien. Alia avait besoin d'un avocat, pas seulement d'un avocat, mais d'un stratège, une personne qui pourrait présenter son rapport comptable au tribunal de manière à ce qu'il devienne un verdict. Elle n'avait pas besoin de justice, mais de rétribution, froide et impitoyable. Une amie qui avait récemment traversé un divorce difficile lui a recommandé Monsieur Sterling. Il est de la vieille école, a dit l'ami. Il ressemble à un grand-père bibliothécaire. Cheveux gris, lunettes sur le nez, toujours avec un stylo plume. Mais au tribunal, il décompose ses adversaires jusqu'à la dernière molécule, il ne reste plus rien. Il ne prend pas n'importe qui. Il choisit des affaires qui l'intéressent ou où il voit une injustice profonde. Mais s'il vous prend, considérez que c'est gagné. Il est comme un vieux samouraï pour qui l'honneur et la loi sont au-dessus de tout. Leur première rencontre a eu lieu dans un petit bureau confortable de Midtown, rempli de livres reliés en cuir du sol au plafond. Ça sentait le vieux papier et le tabac à pipe. Monsieur Sterling, aux cheveux gris et au visage ridé, nettoyant ses lunettes avec un mouchoir à carreaux, a écouté Alia attentivement. Il n'a pas interrompu, ne faisant qu'occasionnellement des notes dans un carnet avec un stylo plume qui faisait un léger bruit de grattement. Ses yeux, cachés derrière des verres épais, étaient vifs et tenaces, comme des rayons X. Quand Alia a terminé son histoire sèche et méthodique et a posé son épais dossier sur la table, Monsieur Sterling a gloussé. Il est resté silencieux un long moment, tournant les pages, étudiant les graphiques, les relevés et les copies de contrats. Vous savez, ma chère, a-t-il finalement dit d'une voix grinçante qui semblait appartenir à un ancien sage. D'habitude, les femmes viennent me voir avec des émotions. C'est un scélérat. Il me trompe. Punissez-le. Mais les preuves sont rares. Juste des paroles. Vous, cependant, vous êtes venu avec un acte d'accusation tout prêt, un dossier complet de documents. Ce n'est pas juste un dossier. C'est presque une condamnation prononcée. Il a ouvert la section sur les schémas financiers de Marcus, a étudié attentivement les virements, vérifié les dates et les montants. Ses sourcils se sont levés, montrant une surprise et un respect sincère. Êtes-vous auditrice? A-t-il demandé en levant les yeux vers Alia. Comptable, a répondu modestement Alia. Un bon comptable vaut 10 avocats, a gloussé Monsieur Sterling. Il y a assez de matière ici, non seulement pour le partage des biens, mais pour que votre mari échange son costume Armani contre une combinaison orange. Voulez-vous le mettre en prison? C'est tout à fait possible, vous savez. Alia y a réfléchi. La vengeance était douce, mais elle ne voulait pas être une bête. Elle voulait clore ce chapitre de sa vie, ne pas s'enliser dans des procédures judiciaires pendant des années. Non, Monsieur Sterling. Je ne veux pas de sang. Je ne veux pas que mes enfants, si j'en ai un jour, sachent que leur mère a mis leur père en prison. Je veux la justice. J'ai besoin de mon appartement, que j'ai payé, et d'une compensation pour ce qu'il m'a volé, pour ce qu'il a dilapidé du budget familial sur ses vices et une autre femme. Je veux qu'il perde tout ce qu'il appréciait tant. Raisonnable, a hoché la tête l'avocat. La colère est mauvaise conseillère. Le calcul froid. C'est notre arme. Notre objectif est de lui causer le maximum de dommages avec le minimum de pertes pour vous. Voici donc le plan. Nous déposerons une demande conventionnelle, mais nous ne montrerons les documents qu'au tribunal, au tout dernier moment. Laissez-le penser que vous êtes sans défense, que vous n'avez pas d'A. L'effet de surprise est la moitié du succès. Il se détendra, fera des erreurs, en dira trop, agira avec arrogance,
et alors nous refermerons le piège dont il ne pourra s'échapper. Ils se sont préparés pendant un mois entier, répétant chaque mot. Monsieur Sterling lui a appris à ne pas réagir aux provocations et à garder un visage impassible, comme il le disait. Il vous humiliera, l'a-t-il prévenu. Il jouera sur la pitié, puis utilisera la peur. Il amènera cette maîtresse à lui pour vous piquer plus fort. Votre travail, Alia, est d'être un mur de pierre. Regardez-le comme un espace vide. Il doit réaliser par lui-même qu'il est fini. Alia a mémorisé cette leçon. Elle n'était pas une actrice, mais ces 3 mois l'avaient rendue plus forte. Elle n'était plus une épouse naïve. Elle était une guerrière, et ses armes étaient les chiffres. Revenant à ses pensées présentes, Alia a de nouveau regardé l'horloge. Il était déjà plus de minuit, mais elle n'avait pas envie de dormir. L'adrénaline bouillait dans son sang. Elle a pris son téléphone et a composé un numéro. Monsieur Sterling, a-t-elle dit d'une voix stable et calme, surprise de son propre sang-froid. Il est parti? Oui, il est absolument sûr de sa victoire, il fait des plans pour demain soir. Oui, j'ai le dossier. Tout est prêt. À demain. Bon travail, Alia. La voix du vieil homme était joyeuse malgré l'heure tardive. Dormez un peu. Demain sera une journée lourde mais merveilleuse, un jour de justice. Elle a raccroché le téléphone et, pour la première fois de la journée, s'est permis de sourire. Le sourire était froid, plein d'anticipation. Demain, Marcus voulait un spectacle. Eh bien, il en aurait un. Un spectacle solo où le personnage principal serait lui et son rôle, la risée de tous. Le matin du procès était gris. Le ciel était couvert de nuages bas et plombés. Une fine bruine tombait, mais pour Alia, le temps était clair comme un jour de printemps. Elle s'est levée à 6 heures du matin, a pris une douche écossaise, lavant les restes d'anxiété et de peur. La sensation de l'eau sur sa peau était rafraîchissante, apportant de la clarté. Elle est allée à la penderie. Pas de look de victime, pas de ton sombre et lugubre. Elle a enfilé une robe fourreau bleu marine stricte qui épousait parfaitement sa silhouette, soulignant son élégance sobre et son professionnalisme. La couleur symbolisait le calme et la confiance. Elle a rassemblé ses tresses en un chignon serré et soigné à la nuque. Un maquillage minimal juste pour cacher les traces d'insomnie, mais qui soulignait la clarté de son regard. Dans le miroir, une femme noire calme et posée se reflétait. Il n'y avait ni larmes ni ressentiment dans ses yeux, seulement une détermination d'acier. « Peux-tu gérer ça ?» a-t-elle demandé silencieusement à son reflet. « Tu as raison, et le pouvoir est dans la vérité et dans les chiffres. » Elle a attrapé le dossier avec les documents, a vérifié sa carte d'identité, un stylo et un petit carnet. Son sac était strict, professionnel, sans détails superflus. Elle a quitté l'appartement. Dans le parking se trouvait sa fidèle Honda Civic, achetée avec son propre argent avant le mariage, plus ancienne mais fidèle, contrairement à son mari. Elle s'est assise au volant, a démarré le moteur et a conduit dans la ville grise, mais maintenant prometteuse, d'Atlanta. Le palais de justice l'a accueilli avec un bourdonnement de voix mêlé à l'odeur de vieux papier, de poussière et de café bon marché d'un distributeur automatique près de l'ascenseur. Les visiteurs allaient et venaient, leur visage exprimant l'anxiété, l'espoir ou la fatalité. Alia est arrivée en avance, comme toujours. Monsieur Sterling l'attendait déjà à l'entrée de la salle d'audience numéro 4. Imperturbable comme un sphinx, comme s'il avait pris racine à cet endroit. « Comment est l'humeur » a-t-il demandé en lui serrant la main. Sa paume était sèche et chaude, comme la première fois. D'humeur combative, voire impatiente, a-t-elle répondu. C'est excellent. Souvenez-vous, pas un mot sans mon signal. Laissez-le parler. Chacun de ces mots est un clou dans son propre cercueil. Ils sont montés au 2e étage où se trouvait leur salle d'audience. Marcus se tenait déjà devant les portes. Il avait vraiment l'air d'être prêt pour les Oscars ou son propre mariage, pas un divorce. Un costume bleu foncé impeccable, une chemise d'un blanc neige, des boutons de manchette brillant dans la faible lumière du couloir. Il était l'incarnation de l'autosatisfaction. À côté de lui, accroché à son coude, se tenait Crystal. Elle avait 24 ans. Mais grâce au cosmétologue, coiffeur et styliste payé par Marcus, elle paraissait plus âgée et plus chère qu'elle ne l'était vraiment. Cependant, le goût ne s'achète pas. Sa jupe était trop courte, son décolleté trop profond pour un bâtiment gouvernemental officiel, et le rouge à lèvres sur ses lèvres pulpeuses était trop vif et agressif.
Elle regardait Alia avec défi, avec une supériorité non dissimulée, comme si elle, Cristal, était la maîtresse légitime de la situation. Et Alia était une nuisance agaçante, une mouche qu'il fallait écraser avec un journal. Elle n'essayait même pas de cacher sa jubilation. En voyant sa femme, Marcus a affiché un large sourire prédateur et s'est dirigé vers elle, entraînant Cristal avec lui. Il voulait faire une scène pour l'humilier devant tout le monde. Alors, a-t-il dit fort, pour que les gens assis sur les bancs en attendant leur affaire puissent l'entendre, une femme âgée au visage baigné de larmes, un homme tripotant nerveusement un dossier. Tu es venu te rendre? Ou peut-être que tu as changé d'avis. Dernière chance. Il s'est arrêté à un pas d'Alia, la dominant de sa taille. Il sentait l'eau de colombe chère, celle-là même qu'Alia lui avait offerte pour leur anniversaire il y a 3 ans. Le parfum qui évoquait autrefois la tendresse et les souvenirs de jours heureux ne provoquait maintenant que nausée et dégoût. Aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie, a-t-il continué, la regardant droit dans les yeux, savourant le moment de sa supposée humiliation. Je te prends tout, Alia. L'appartement, la voiture, les comptes. Tu réalises que tu n'es personne. Un espace vide. Sans moi, tu n'es qu'une souris grise avec une calculatrice. Qui a besoin de toi à la trentaine? Tu n'as rien, sauf ton avocat gériatrique qui ne peut rien faire. Cristal a gloussé, couvrant sa bouche d'une main arborant une manucure impeccable, exhibant ostensiblement ce même bracelet en topaze. Marcus, ne sois pas si cruel, a-t-elle chanté d'une voix mielleuse et huileuse qui contenait plus de venin que la morsure d'un cobra. Peut-être qu'on pourrait lui laisser le vieux canapé. Il ne va pas avec notre style de toute façon. On a commandé cet ensemble de chambres italien, tu te souviens? Blanc avec de l'or. Ce canapé irait parfaitement dans le petit appartement de sa mère. Marcus a ri, appréciant la blague. Il se sentait le maître de la situation. Le gagnant. C'est vrai. Prends le canapé. Tu auras où dormir chez ta mère. En fait, non. Je vendrai aussi le canapé. Par principe. Tu n'auras pas un sou. Tu travailleras jusqu'à tes vieux jours à rapprocher les débits et les crédits. Alia les a regardés. Pas un seul muscle n'a tressailli sur son visage. Pas un seul sentiment ne s'est reflété dans ses yeux. Auparavant, ces mots l'auraient blessé au cœur, l'auraient fait pleurer, se justifier. Maintenant, elle n'entendait qu'un son vide, le bruit du vent dans ses oreilles. Elle voyait devant elle non pas un mari bien-aimé, mais un objet d'audit, un actif en difficulté qui devait être radié du bilan de l'entreprise appelée la vie. Elle pensait aux chiffres, aux faits, à l'impeccabilité de son dossier de preuves. Elle n'a rien répondu, a juste regardé à travers lui avec son regard de comptable, comme si elle lisait un mauvais rapport qui devait être renvoyé pour révision. Elle voyait à travers lui, voyait sa bravade pathétique, son insécurité, qu'il cachait derrière l'arrogance. Le silence d'Alia a toujours irrité Marcus. Il désirait un scandale, des cris, des larmes. Il voulait voir son humiliation, voulait nourrir son ego de sa douleur, mais ne voyait qu'un mur glacial et impénétrable. Son sourire a commencé à glisser de son visage. Monsieur Sterling a toussé délicatement, attirant l'attention. Votre confiance en vous, jeune homme, est digne d'une meilleure application, a-t-il noté doucement mais avec poids, comme s'il tirait un coup de feu. Gardez vos forces pour la salle d'audience et vos cordes vocales aussi. Vous en aurez besoin pour vous excuser, et vous en aurez grandement besoin. Marcus a toisé le vieil homme d'un regard méprisant de haut en bas, comme s'il s'agissait d'un malentendu agaçant. Ah, le défenseur des pauvres et des misérables. Prépare-toi à écrire des appels, papy. Bien qu'ils ne t'aideront pas, j'ai tout verrouillé. Mon avocat connaît personnellement le juge. Ils sont amis. Félicitations, a répondu sèchement Monsieur Sterling. Les relations sont une bonne chose, mais la loi est meilleure, et des preuves impeccables sont un verdict. À ce moment, la porte de la salle s'est ouverte, et un greffier au visage fatigué mais indifférent a appelé, demandeur et défendeur dans l'affaire Thorne contre Vance. Veuillez entrer dans la salle d'audience. C'est votre tour. La salle d'audience était petite, étouffante et bureaucratique. La moquette usée assourdissait leurs pas. Les rangées de bancs en bois étaient dures. Sur les murs pendaient des symboles d'État délavés, le drapeau et le sceau de l'État, qui semblaient quelque peu étrangers ici. L'air était lourd, saturé de l'odeur de vieux papier et d'une attente tendue. La juge, une femme d'une 50aine d'années au visage sévère et au regard perçant par-dessus ses lunettes, était assise à sa place.
Elle a frappé son marteau et a rapidement vérifié les personnes présentes. Sa voix était stricte mais calme. L'avocat de Marcus, un homme lisse d'environ 40 ans nommé Bradley, aux yeux fuyants et au sourire mielleux, a immédiatement pris le taureau par les cornes. Il se comportait avec aisance, sentant le soutien de son client et croyant apparemment en sa propre infaillibilité et ses relations. Il a commencé son discours, arpentant l'espace devant le banc du juge, en gesticulant. « Votre honneur » a-t-il commencé d'une voix mielleuse et théâtrale comme un acteur sur scène. La situation est extrêmement claire et banale. C'est un cas typique où une épouse sans emploi essaie de profiter du succès de son mari talentueux. Mon client, Marcus Thorne, est un homme d'affaires prospère, chef des ventes dans une grande entreprise, le principal soutien de famille. Ces dernières années, ses revenus ont dépassé de nombreuses fois ceux de son épouse. L'appartement en litige, un appartement de 3 chambres à Buckhead, a été acheté avec un crédit immobilier, dont les paiements ont été effectués exclusivement par mon client à partir de son salaire. Il a fait une pause pour balayer théâtralement la salle du regard, essayant de trouver du soutien parmi les auditeurs, bien qu'il n'y ait que quelques personnes. La défenderesse, Ali Avance, n'a pratiquement pas travaillé ces 2 dernières années, s'occupant, pour ainsi dire, des tâches ménagères. Bien sûr, préparer la soupe et maintenir l'ordre est louable, votre honneur, mais ce n'est pas une contribution financière à un bien immobilier d'une valeur d'un demi-million de dollars. Nous demandons un partage des biens dans une proportion de 80 à 20 en faveur de mon client ou un transfert complet de l'appartement à son nom avec le versement d'une compensation insignifiante à l'épouse. Nous insistons également sur le fait que les économies sur les comptes de mon client sont ses fonds personnels, gagnés par un travail acharné et son talent, et ne sont pas soumises au partage. Le demandeur est prêt à assumer toutes les obligations de crédit pour la voiture qu'il a achetée pour la famille. Marcus était assis avachi sur sa chaise avec un sourire arrogant, hochant la tête au rythme des paroles de son avocat. Il se voyait déjà comme le vainqueur. Crystal, qui était resté dans le couloir, feuilletait probablement déjà des catalogues de meubles pour leur nouvelle chambre commune, anticipant le triomphe. La juge écrivait quelque chose rapidement sans lever la tête. Son stylo grattait sur le papier. Puis elle a cessé d'écrire, a enlevé ses lunettes et a déplacé son regard vers la défense. La défense. Avez-vous quelque chose à objecter? Reconnaissez-vous la demande? Alia a senti son cœur battre quelque part dans sa gorge, mais extérieurement, elle est restée absolument calme. Pas un muscle n'a tressailli sur son visage. Monsieur Sterling s'est levé lentement, avec dignité. Il a ajusté ses lunettes, a ouvert cet épais dossier posé devant lui et en a sorti la première pile de documents. Ses mouvements étaient lents, minutieux, comme s'il se préparait à une chirurgie complexe. Votre honneur, la voix de l'avocat était ferme et résonnante. Elle a rempli tout l'espace de la salle, supplantant les intonations confiantes de l'avocat de Marcus. Nous sommes catégoriquement en désaccord avec la position du demandeur. De plus, nous pensons que le demandeur induit intentionnellement, cyniquement et effrontément le tribunal en erreur, tentant de s'approprier le bien d'autrui. Marcus a reniflé bruyamment, et son avocat a levé les yeux au ciel et soupiré théâtralement comme s'il s'ennuyait de l'incompétence de son adversaire. Nous avons des demandes reconventionnelles, a poursuivi M. Sterling, ignorant complètement les clowns de l'autre côté. Et elles ne sont pas étayées par des paroles en l'air mais par des documents irréfutables dûment certifiés. Commençons par l'appartement. Mon confrère prétend que l'apport initial et les paiements du crédit ont été effectués à partir de fonds communs ou des fonds du demandeur. Cependant, c'est un mensonge. Il a pris le premier document, une épaisse feuille notariée, et l'a transmis à la juge par l'intermédiaire de l'huissier. Il a négligemment fait glisser une copie vers l'avocat de Marcus sur la table, sans le regarder ostensiblement. Pièce à conviction à relevé de compte bancaire d'Ali Avance. Il y a 5 ans, un mois avant l'achat de l'appartement, elle a reçu un héritage après le décès de sa grand-mère, Rose Johnson. Le montant de l'héritage, 150 000 $. Le montant de l'apport initial pour l'appartement, exactement 150 000 $. Pas un centime de plus, pas un centime de moins. Il s'agit d'un traçage direct de fonds non matrimoniaux. La juge a pris le document, l'a examiné. Son regard a glissé sur les lignes. Elle a vérifié les dates et les montants. Une légère surprise s'est reflétée sur son visage. Continuez, maître. Selon le droit de la famille concernant le partage équitable des biens, les biens acquis par l'un des époux pendant le mariage par donation ou héritage, ainsi que les biens achetés avec ces fonds, sont des biens propres et ne sont pas soumis au partage. C'est un axiome du droit de la famille.
Marcus s'est tendu. Sa confiance a commencé à fondre. Il se souvenait de l'héritage, mais il était absolument sûr qu'Alia l'avait simplement versé dans le pot commun, l'avait retiré en espèces, et que maintenant on ne pouvait plus en retrouver la trace. Il ne savait rien des transactions directes et de la correspondance exacte des montants. Mais permettez-moi, a sursauté l'avocat de Marcus, son visage n'ayant plus l'air si hautain. L'argent a été transféré du compte du mari au promoteur. Cela prouve sa participation, sa contribution. Asseyez-vous, confrère. Monsieur Sterling l'a interrompu sans même élever la voix. Son ton était calme mais catégorique. Ne vous pressez pas. Vous êtes trop nerveux. Voici la pièce à conviction B, relevé de virement de fonds du compte d'Alia Vance au compte de Marcus Thorne le même jour, 1 heure avant le paiement au promoteur. Le libellé du virement, transfert de fonds propres pour l'apport initial de l'appartement. Notarié. Chaque paiement a un but et une source. Marcus est devenu pâle, ses lèvres tremblaient. Il avait oublié ce libellé ou n'y avait pas prêté attention, le considérant comme une formalité insignifiante. De plus, a poursuivi Monsieur Sterling, ne le laissant pas se reprendre, prenant de l'élan comme une locomotive lourde mais implacable. Les paiements du crédit, oui, ils ont été débités de la carte de Marcus Thorne. Mais voici un tableau récapitulatif des mouvements de fonds sur 3 ans fournis par la banque, ainsi que les copies de tous les ordres de paiement de ma cliente. Il a remis à la juge un graphique en couleur imprimé sur du papier glacé et une épaisse liasse de relevés. Chaque mois, le 15, un jour avant le prélèvement du crédit, Alia Vance virait de son compte d'épargne personnelle où se trouvait le reste de l'héritage et les économies de son travail en freelance le montant exact du paiement du crédit sur la carte de son mari avec la mention pour le crédit immobilier. Pendant 3 ans, sans un seul paiement manqué. Ce ne sont pas que des mots, votre honneur. C'est un historique financier impeccable et transparent. La juge a étudié attentivement les imprimés, déplaçant son regard du papier à Marcus et inversement. Les sourcils de Marcus se sont levés, son front s'est couvert de sueur. Son costume ne semblait plus si confortable. Il ne le savait pas. Il ne regardait jamais les détails des virements entrants. Il recevait simplement des notifications de rechargement de solde et dépensait l'argent sans réfléchir. Alia virait silencieusement de l'argent, créant une base de preuves en béton pendant qu'il jouait au soutien de famille. Ainsi, a résumé l'avocat, articulant chaque mot, l'appartement est payé à 95% avec les fonds personnels et non partageables de ma cliente. Nous demandons que l'appartement soit reconnu comme la seule propriété d'Alia Vance. La contribution du demandeur à ce bien immobilier est une erreur statistique qui ne lui donne aucun droit. L'avocat de Marcus semblait perdu et pathétique. Il a commencé à feuilleter frénétiquement ses papiers, mais il n'y avait rien là-dedans, sauf des mots généraux, qui semblaient maintenant un son vide. C'est de la manipulation. Mon client gagnait énormément d'argent. Il subvenait aux besoins de la famille. Elle était à sa charge. C'est inacceptable. Oh, nous sommes arrivés à la partie la plus intéressante, a souri Monsieur Sterling d'un air prédateur. Aux revenus et aux dépenses, à la manière exacte dont il subvenait aux besoins de la famille en utilisant des fonds qui, selon lui, ont été gagnés par un travail acharné et son talent. Alia a regardé son mari. Marcus est devenu gris comme de la cendre. Ses mains posées sur la table tremblaient légèrement. Il savait qu'elle était comptable, mais il avait toujours pensé qu'elle ne se mêlait pas de ses affaires, qu'elle était trop stupide pour ses grandes affaires, que ses schémas étaient trop complexes pour sa compréhension. Il l'avait sous-estimée. Votre honneur, Monsieur Sterling a sorti la deuxième liasse de papier plus épaisse, attachée avec de la ficelle. Le demandeur prétend que tout l'argent allait à la famille. Cependant, un audit impartial et détaillé de toutes ces transactions bancaires des 2 dernières années, menées par ma cliente, montre une autre image. Voici un détail des dépenses de Marcus Thorne pour les 2 dernières années. L'avocat a commencé à lire, et chaque mot tombait dans le silence de la salle d'audience comme une pierre brisant un verre fragile. Virement régulier vers des comptes de Paris offshore. Bet365, DraftKings, Casino offshore. Montant, $2000, $5000, $10 000. Date des transactions, jour de paie ou jour de bonus, ainsi que jour de grosse rétrocommission. Le montant total des fonds joués en 2 ans est de $100 000. C'est de l'argent du budget familial, votre honneur, qui a été jeté au vent. Le droit de la famille implique que la disposition des biens matrimoniaux se fait d'un commun accord. Alia Vance n'a pas donné son consentement pour perdre de l'argent commun dans les jeux d'argent.
Un silence retentissant régnait dans la salle. On pouvait entendre le tic-tac de l'horloge sur le mur, comptant les derniers moments de la confiance en soi de Marcus. Marcus a serré le poing si fort que ses jointures sont devenues blanches. Il a rentré la tête dans les épaules, essayant de devenir invisible. Son visage était couvert de sueur collante. Mais ce n'est pas tout. La voix de Monsieur Sterling sonnait comme un verdict, impitoyable et final. Les dépenses pour, disons, la belle vie et les divertissements. Réservation de chambres dans des hôtels de luxe, achat de bijoux, dîner dans des restaurants de luxe, location de voitures haut de gamme. Les dates de ces dépenses coïncidant régulièrement avec les voyages d'affaires du demandeur, qu'il aurait passé seul. Cependant, voici des billets d'avion au nom de Madame Crystal Dusa, payés avec la carte du demandeur. Voici des reçus de boutique pour des vêtements, chaussures et accessoires pour femmes. Taille S, ce qui ne correspond en aucun cas à la taille de ma cliente. Monsieur Sterling a brandi ce même reçu du bijoutier qu'Alia avait trouvé dans la veste. Et la cerise sur le gâteau, un bracelet d'une valeur de $5000, acheté il y a 3 mois. Une photographie de ce bracelet prise par Madame Dusa avec la légende « Mon chéri me gâte, la meilleure soirée de ma vie », de son compte de réseau social personnel, est jointe. Le montant total de la dilapidation sur une tierce personne provenant du budget familial, confirmé par des documents, est estimé à $75 000 supplémentaires. Dilapidation totale des biens matrimoniaux, $175 000. La juge a levé les yeux vers Marcus. Il n'y avait pas une once de sympathie dans son regard, seulement le mépris froid d'un serviteur de la loi pour un escroc mesquin mais cynique. Demandeur, pouvez-vous expliquer ces dépenses? Admettez-vous avoir dépensé le budget familial en jeu d'argent et pour des tiers, portant préjudice aux intérêts de la famille? Marcus a essayé de se lever, mais ses jambes ne lui obéissaient pas. Il s'est appuyé sur la table, essayant de rester debout. Ce sont des frais de représentation, a-t-il crié, sa voix se brisant en un fausset, sa voix tremblait et ses yeux s'agitaient. Pour le travail, il faut divertir les clients. C'est un investissement dans l'image de l'entreprise. On divertit les clients dans des bijouteries en achetant des colliers en diamant. A demandé sèchement Monsieur Sterling avec sarcasme, ne lui laissant aucune chance. Et les clients dorment avec vous dans la même chambre d'hôtel à cabots et portent des vêtements de taille S. Vous nous prenez pour des naïfs au tribunal? L'avocat de Marcus était assis la tête baissée. Il a réalisé que sa main était battue. De plus, il sentait les nuages s'amonceler au-dessus de lui personnellement. Cette affaire commençait à sentir très mauvais, et il ne voulait pas être impliqué. Un point de plus, votre honneur. Le plus désagréable mais nécessaire pour une vue d'ensemble complète, a ajouté Monsieur Sterling. Sa voix était plus basse maintenant, mais non moins menaçante. Alia a baissé les yeux. Ce moment était le plus difficile pour elle. Il ne s'agissait pas seulement de divorce. Il s'agissait de détruire la réputation de Marcus, de révéler publiquement ses actes criminels. Mais elle a compris que sans cela, elle n'obtiendrait pas une justice complète. Alia Vance, en tant qu'auditrice professionnelle, a mené une analyse non seulement des dépenses personnelles mais aussi des rentrées financières de son mari, car il remplissait des déclarations de revenus conjointes, et ses revenus réels lui étaient connus. Nous avons découvert que Marcus Thorne utilisait ses comptes personnels pour transiter des fonds pour l'entreprise où il travaille. Des soi-disant schémas gris, des rétrocommissions de fournisseurs, du blanchiment de fonds par des sociétés écrans. Une partie de cet argent restait chez lui. Une partie allait plus loin dans la chaîne. Mais les impôts sur ces montants, naturellement, n'ont pas été payés. Voici des imprimés de sa comptabilité de l'ombre, que le demandeur stockait négligemment dans le cloud domestique. Toutes les opérations, tous les montants, tous les destinataires et expéditeurs sont indiqués. Des captures d'écran certifiées par un notaire. L'avocat de Marcus s'est effondré sur sa chaise comme s'il avait perdu connaissance et s'est couvert le visage de ses mains. Il a réalisé que c'était la fin. L'affaire passait d'un simple procès civil à une potentielle affaire pénale. Son client n'était pas seulement un menteur, mais un fraudeur. Nous ne demandons pas au tribunal d'ouvrir une procédure pénale. Ce n'est pas de votre compétence, a noté noblement Monsieur Sterling, mais dans sa voix résonnait un triomphe non dissimulé. Ces documents ont déjà été remis à l'employeur du demandeur pour une enquête interne. Mais nous vous demandons de prendre en compte que les revenus élevés dont se vante le demandeur étaient en partie d'origine illégale, et la partie légale du salaire est allée au jeu d'argent et à une maîtresse, tandis que la famille vivait des fonds de l'héritage d'Alia Vance et de son travail personnel en freelance.
Il n'a pas subvenu aux besoins de la famille, votre honneur. Il l'a mise en faillite. La juge a mis les papiers de côté. Elle a enlevé ses lunettes et s'est frotté l'arête du nez. Elle n'a pas eu besoin de se retirer longtemps pour délibérer. L'image était claire comme le jour, sale, vulgaire et évidente. La cour suspend la séance pour 20 minutes afin de rendre sa décision, a-t-elle dit d'un ton glacial qui ne promettait rien de bon pour Marcus. Quand la juge est partie, il est devenu très silencieux dans la salle. L'avocat de Marcus a commencé à chuchoter furieusement, avec colère, quelque chose à son client, agitant les mains, le réprimandant manifestement pour son idiotie. Marcus n'écoutait pas. Il regardait Alia. Dans ses yeux se lisait la terreur d'un animal acculé. Il ne réalisait que maintenant l'ampleur de la catastrophe. Quoi? Que as-tu fait? A-t-il chuchoté de l'autre côté de l'allée? Sa voix était à peine audible. Tu m'as détruit. Comprends-tu ce que tu as fait? Alia a calmement rassemblé ses papiers dans son sac, a soigneusement fermé le dossier. Non, Marcus, tu t'es détruit toi-même. J'ai juste équilibré les comptes. Débit et crédit, et il s'est avéré que tu étais en grande perte. Tu as choisi où mettre ton argent. La décision du tribunal a sonné comme des coups de marteau enfonçant des clous dans le couvercle du cercueil de la vie passée de Marcus. Chaque point était comme un tir précis. L'appartement à l'adresse est reconnu comme la propriété propre d'Alia Vance et n'est pas soumis au partage. La demande de Marcus Thorne pour le partage de l'appartement est rejetée. Il s'est vu attribuer la vieille télévision et le micro-ondes achetés pendant le mariage avec des fonds communs. La demande de Marcus Thorne concernant le partage des fonds sur les comptes est rejetée dans son intégralité. La demande reconventionnelle en compensation des biens matrimoniaux dilapidés est accueillie. Le tribunal a reconnu les dépenses en jeu d'argent et pour la maîtresse comme une dilapidation des biens préjudiciables à la famille. En vertu des lois sur le partage équitable, le tribunal a ordonné à Marcus Thorne de payer à Alia Vance la moitié des montants dilapidés prouvés. Montant à recouvrer, 87 500 $. Le véhicule acheté à crédit reste avec Marcus Thorne ainsi que l'obligation de payer le reste de la dette à la banque seule, car Alia Vance n'a pas utilisé ce véhicule. Marcus est sorti de la salle d'audience sur des jambes de coton. Ses yeux étaient vides, son regard flou. Il n'était pas seulement en faillite. Il était dans un trou financier profond et désespéré. Il n'avait plus d'appartement. Il avait une énorme dette envers son ex-femme, près de 90 000 $, et un prêt automobile qu'il devait maintenant payer lui-même, incapable de vendre la voiture car le crédit était supérieur à sa valeur, et pas un sou à son nom. Sa tête bourdonnait. Dans le couloir, Crystal s'est précipitée vers lui. Elle était fatiguée d'attendre. Ses pieds dans des talons aiguilles étaient enflés, et elle était irritée. Son joli visage était déformé par l'impatience. Eh bien, pourquoi si longtemps? On y va, non? J'ai déjà choisi un restaurant. La réservation ne tient qu'une demi-heure. Je meurs de faim. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'appartement? Ils nous l'ont donné? Marcus l'a regardé avec un regard trouble et terne. Il ne voyait pas une femme aimée, mais l'une des causes de son effondrement assourdissant. Crystal, nous avons tout perdu. Comment ça a perdu? Elle s'est figée, son visage s'est allongé. Le maquillage semblait maintenant un masque grossier. Comment ça a perdu? Ils ne nous ont pas donné l'appartement. Bon, d'accord, peu importe. On louera pour l'instant. On achètera un appartement plus tard. Mais l'argent? Tu as dit qu'il y avait des comptes, des millions. On vivrait comme des rois. Pas d'argent, a dit Marcus comme un robot. Je lui dois près de 90 000. Le juge a statué. L'appartement est à elle. Tout est à elle. Je suis fauché. Je n'ai rien. Crystal a reculé. Son joli visage s'est tordu, se transformant en un masque de dégoût et de mépris ouvert. Le masque de l'amour s'est envolé instantanément dès que l'odeur de l'argent a disparu. Dès qu'elle a réalisé que devant elle se trouvait non pas une source de bien, mais un problème. Tu dois 90 000? Tu es un idiot? Tu m'as promis une vie de paradis, cabots, des diamants et un appartement en centre-ville. Et qu'est-ce que tu as? Des dettes et une boîte de vêtements. Tu m'as bien eu. À ce moment, le téléphone de Marcus a sonné dans sa poche. La sonnerie vive et joyeuse qu'il avait mise pour son patron sonnait comme une moquerie, comme un glas funèbre pour sa carrière.
Il l'a mécaniquement sorti d'une main tremblante. L'écran a affiché le nom, Monsieur Henderson, PDG. Marcus a avalé la boule dans sa gorge qui l'empêchait de respirer et a appuyé sur le bouton de réponse d'un doigt tremblant. Bonjour, Monsieur Henderson. La voix du patron était basse et glaciale, si effrayante que même Crystal qui se tenait à proximité a entendu les intonations et a frissonné bien qu'elle ne puisse pas entendre les mots. Marcus, je viens de recevoir un dossier de documents très intéressant par courriel de votre ex-femme, si je comprends bien, avec des copies de vos virements, de faux contrats, des rétrocommissions et des schémas de blanchiment. J'ai vérifié au hasard 2 transactions. Tout a été confirmé jusqu'au dernier centime, et même plus que je ne le pensais. Marcus a senti le sol se dérober sous ses pieds. Les murs du couloir ont commencé à se refermer, et le plafond à descendre. Il étouffait. Monsieur Henderson, je peux expliquer. C'est une erreur. On m'a piégé. Vous expliquerez au fisc et à la brigade financière si je décide de rendre cela officiel, a interrompu le patron, ne lui laissant pas la moindre chance de s'excuser. Sa voix était dure comme la pierre. Vous m'avez volé, vous avez volé l'entreprise. Vous avez sapé notre réputation. Vous avez saboté le travail. Vous avez trompé les clients. Vous êtes renvoyé immédiatement. La sécurité a déjà bloqué votre badge et tous vos comptes. Vos affaires personnelles seront emmenées à la réception dans une boîte en carton. Et priez, espèce de fils de pute, pour que l'audit complet que nous avons déjà commencé ne révèle pas un manque plus grand que ce que vous pouvez couvrir en vendant un rein. Ou vous irez en prison sérieusement et pour longtemps. Et n'osez pas vous montrer au bureau. Mon chauffeur vous attend devant le palais de justice pour récupérer le téléphone et la voiture de l'entreprise. Clic, la ligne est devenue silencieuse. Marcus a lentement abaissé la main tenant le téléphone. Son monde, qu'il avait construit pendant des années sur le mensonge et l'arrogance, s'est effondré en un instant. Crystal, qui avait entendu chaque mot, le haut-parleur était fort, se tenait les yeux grands ouverts. Son visage a pâli. Elle n'était pas très intelligente, mais l'instinct de survie chez les prédateurs fonctionne parfaitement. Elle a instantanément réalisé que devant elle se tenait non pas un cadre supérieur à succès, non pas un sponsor généreux, mais un perdant sans emploi avec des dettes gigantesques, sans domicile, et une réelle perspective de prison. « Tu as été viré pour vol ?» a-t-elle demandé, et dans sa voix, il n'y avait plus de colère, seulement un dégoût froid. « Crystal, on m'a piégé. On va s'en sortir. Tu m'aimes, n'est-ce pas ?» a commencé à bredouiller Marcus, essayant de lui prendre la main, cherchant au moins un soutien dans cet effondrement total. Elle a retiré sa main comme si elle était en feu, a brossé sa manche avec dégoût comme si elle avait été tachée de saleté. Nous. Il n'y a pas de nous, Marcus. Je n'ai pas signé pour vivre avec un perdant fauché et un condamné. Tu m'as promis la grande vie, les voyages, les diamants, et qu'est-ce que tu as? Des dettes, un licenciement et une boîte d'affaires. Elle a reniflé, a ajusté le sac à main cher sur son épaule, et a tourné les talons. Au revoir. Ne m'appelle pas. Je te bloque partout, et je ne rends pas le bracelet. N'y compte même pas. Je l'ai mérité. Le claquement de ses talons a résonné dans le long couloir du palais de justice, s'éloignant jusqu'à s'éteindre complètement. Marcus est resté seul, absolument seul, abandonné, piétiné, détruit. À ce moment, Alia est sortie de la salle d'audience. Elle marchait calmement, sans se presser, le dos droit, tenant le bras de son avocat. Monsieur Sterling lui disait quelque chose, et elle souriait d'un sourire retenu et doux. Il n'y avait pas de triomphe sur son visage, seulement une profonde satisfaction et un soulagement. Elle est arrivée au niveau de Marcus. Il se tenait près du mur, glissant le long de celui-ci avec son dos, presque accroupi, pâle, en sueur, écrasé. Sa cravate était de travers, son costume froissé. Son visage autrefois hautain n'était plus qu'un masque de peur et d'impuissance. Il a levé les yeux vers elle. Il y avait en eux un mélange de haine, de peur et une supplique pathétique et désespérée. Alia, a-t-il croassé, sa voix à peine audible. Comment as-tu pu? J'étais ton mari. Tu as envoyé les documents au patron. Tu m'as détruit. Je n'ai nulle part où aller maintenant. Je n'ai même pas d'argent pour un Uber. Qu'est-ce que je suis censé faire? Alia s'est arrêtée. Elle l'a regardé de haut sans jubilation, sans triomphe, mais aussi sans une once de pitié.
C'était la façon dont on regarde de vieilles camelotes inutiles qui ont finalement été sorties à la poubelle. Elle voyait devant elle non pas l'homme qu'elle avait autrefois aimé, mais simplement l'ombre de sa tromperie. « Tu voulais tout me prendre, Marcus » a-t-elle dit doucement, mais chaque mot tombait lourd comme une pierre. « Tu as dit que j'étais un espace vide. Tu as amené ta maîtresse au tribunal pour te moquer de moi. Tu pensais que j'étais faible parce que je restais silencieuse et te préparais à dîner. Tu as oublié la règle principale de la comptabilité que j'ai essayé de t'apprendre. Tout a un coût, et la facture finit toujours par arriver. Ta facture est arrivée aujourd'hui, Marcus, et tu l'as payée en totalité. Mais où vais-je aller ? A-t-il presque murmuré. Et enfin, des larmes non dissimulées ont retenti dans sa voix. Je n'ai rien. Crystal m'a quitté. Tu as ta liberté, a répondu Alia, haussant les épaules comme si c'était la réponse la plus évidente. Tu la voulais tellement. Tu criais à ce sujet. Tu t'es efforcé de l'obtenir, te débarrassant de la responsabilité et des obligations morales. Et tu as la voiture. Dors dedans jusqu'à ce que la banque la saisisse. C'est ton choix. C'est ta liberté. Elle s'est détournée et s'est dirigée vers la sortie où, à travers les nuages, un soleil brillant et aveuglant a enfin percé. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vraiment vivante, vraiment libre. Le poids qui avait pesé sur ses épaules pendant des années, le fardeau lourd et invisible de la trahison et du mensonge, avait disparu. Elle a redressé les épaules. Une nouvelle vie l'attendait. L'appartement était sa forteresse, que personne ne lui enlèverait. Sa profession était son soutien, son bouclier, et le passé restait derrière dans le couloir étouffant et sombre du palais de justice, avec l'homme qui n'a jamais compris qui est ce qu'il avait perdu dans sa poursuite pathétique d'un emballage brillant et de plaisirs éphémères. Alia est sortie dans la rue, inspirait profondément l'air frais et frais. L'odeur de la pluie et de l'asphalte mouillé lui semblait le plus beau parfum du monde. Elle sentait une légère brise jouer dans ses cheveux et la chaleur du soleil sur son visage. Monsieur Sterling s'est arrêté sur les marches et lui a serré la main en guise d'adieu. « Excellent travail, collègue » a-t-il fait un clin d'œil, et ses yeux derrière les lunettes pétillaient joyeusement. « Si jamais vous décidez de changer de profil, je vous prendrai comme associé. Rassembler un tel dossier avec une telle scrupulosité et un tel sang-froid, c'est un talent. Je rencontre rarement une telle détermination. » Alia a ri légèrement, d'un rire cristallin. Vraiment, ce rire était complètement nouveau, pur, sans une ombre d'amertume. « Merci, monsieur Sterling. Mais j'aime les chiffres. Contrairement aux gens, ils ne mentent jamais et ne trahissent jamais. Ils mènent toujours à la vérité. » Elle s'est dirigée vers sa voiture. Ce soir, elle ne pleurerait pas. Elle achèterait le plus délicieux des gâteaux, peut-être une bouteille de bon vin blanc, préparerait du thé frais, et profiterait du silence dans son appartement, dans son propre appartement où il n'y avait plus de mensonges, plus de trahison, plus d'odeur d'autres personnes, et plus de faux sourires. Seulement elle-même et sa liberté. Et Marcus est resté debout dans le couloir. Les gens passaient, avocats, juges, visiteurs, huissiers. Quelqu'un a regardé de côté l'homme noir bien habillé qui avait glissé le long du mur et était accroupi, se tenant la tête dans les mains et se balançant d'un côté à l'autre comme s'il essayait de calmer une tempête intérieure. Il y a une heure, il était sûr d'être le roi du monde, le maître de la situation, l'homme qui s'en tirerait toujours. Mais la vie, comme le directeur financier le plus strict et le plus incorruptible, a fait ses ajustements. Le bilan final n'a pas été en sa faveur. Sa faillite personnelle était totale et inconditionnelle. Si vous avez aimé mon histoire et que vous voulez en entendre d'autres, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez le faire via les Super Thanks. Cela signifierait beaucoup. Dans les commentaires, dites-moi de quelle ville vous regardez et quelle heure il est pour que je puisse voir jusqu'où mon histoire porte. J'ai ajouté 2 autres histoires de vie sur l'écran juste pour vous. Cliquez sur l'une d'elles maintenant et continuons à passer du temps ensemble. Beaucoup d'amour.